Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des obligations légales. C'est un cours qui est très important parce que nous allons parler de toute la réglementation et de tous les contrôles que doit faire un restaurateur ou un teneur, quelqu'un qui tient un snack ou un 3 étoiles Michelin ou même un chef de collectivité pour exercer son métier dans la loi. Donc nous allons démarrer par connaître la réglementation européenne, et notamment, tout est basé sur un règlement, le règlement 178-2002, qui s'appelle la Food Law, ou plus connu aussi sous le nom de la fourche à la fourchette. Ce règlement, actif au 01/01/2005, permet de poser au niveau européen les règles sanitaires applicables à la restauration. Il est aidé, ce texte, par deux règlements CE, donc aussi européens, 852-2004 et 853-2004. Ce sont des dates et des règlements à connaître. La Food Law, donc c'est le CE 178-2002, de la fourche à la fourchette. Elle fixe 4 obligations. Vous êtes obligé d'avoir des résultats. On ne donne pas d'obligation de moyens. Un restaurateur peut se débrouiller comme il veut, mais on va lui demander certaines choses et on veut du résultat. La manière, l'organisation, elle est propre à chacun. Tout le monde fait ce qu'il veut, mais là, on demande des résultats. On demande aussi de pouvoir à tout moment détruire ou rappeler un produit. Ce qui fait que pour la première fois depuis la création de la réglementation européenne pour la restauration, on va parler de traçabilité. On veut tracer un produit de la fourche à la fourchette. C'est l'esprit de la Food Law, du champ jusqu'au consommateur. On doit trouver avec ce numéro de lot, on doit pouvoir retracer tout le parcours du produit et pouvoir le stopper ou pouvoir le retirer ou le détruire si on a un doute sur ce produit-là. C'est arrivé plusieurs fois. La dernière fois en date, vous l'avez peut-être entendu, ce sont des graines de sésame contaminées avec un pesticide interdit en Europe qui a été détecté, et donc tout le lot de ces graines de sésame ont été tracés pour être détruits. Donc ça a impacté directement les graines de sésame nature, mais aussi tous les fabricants qui utilisaient ces graines de sésame pour produire quelque chose. Alors restaurateurs et industriels, notamment Gerblé, qui a été obligé de détruire beaucoup de ces produits qui ont été donc qui ont été fabriqués avec ce lot de sésame. Nous avons aussi une obligation d'information des services de contrôle. Il est interdit, si vous voyez un contrôle défectueux, de ne pas en informer les services de contrôle. Les services de contrôle sont gérés par la DDPP, la Direction départementale des protections des populations, anciennement la DSV, Direction des services vétérinaires. Cette DDPP, c'est elle qui va, en cas d'un problème grave, prendre en main le dossier et va prendre des décisions qui peuvent être radicales, jusqu'à la destruction de l'eau, jusqu'à la destruction ou la mise en retrait de produits. Ça peut être aussi des poursuites judiciaires, même pénales, sur certains cas. La Food Law, elle oblige aussi à ce qu'on se serve absolument de la démarche HACCP, Hazard Analysis Critical Control Point. On verra un peu plus tard dans le document ce qu'est la démarche HACCP, et il préconise l'emploi du GBPH, Guide des bonnes pratiques d'hygiène. Et bien sûr, pour le restaurateur qui commercialise une production, que ce soit
de la restauration rapide ou de la restauration gastronomique, il va falloir mettre en place un PMS, plan de maîtrise sanitaire. Nous verrons ça aussi un peu plus tard dans la vidéo. La food law est renforcée par deux articles, le 852-2004 et le 853-2004, qu'on va détailler ici. Le 852-2004 encadre l'hygiène des produits, des denrées alimentaires. On reparle de traçabilité, de mise en place de procédures écrites et apporter la preuve de cette mise en place. Donc, on va demander à ce que la traçabilité soit effective et prouvable. Donc, le restaurateur doit mettre en place, de la manière dont il le souhaite, des procédures qui montrent qu'il gère la traçabilité et qu'à tout moment, il puisse pouvoir justifier de l'emploi de tel ou tel ingrédient dans telle ou telle production, tel ou tel jour. Et on l'oblige aussi de se rapprocher donc de GBPH, donc Guide des bonnes pratiques d'hygiène. C'est des standards qui sont édités par les gens de la profession, qui font référence et qui permettent de régler pas mal de problèmes. On verra un peu plus tard pourquoi. La généralisation de la démarche ACCP, on va voir ce que c'est. Et il peut y avoir aussi une déclaration d'agrément pour les cuisines centrales. On va demander la maîtrise de la chaîne du froid, la formation du personnel. Tous ces points sont abordés dans ce document CE 852-2004. Le CO 853-2004 va fixer les règles spécifiques au DOA, denrées d'origine animale. Il s'applique à toute unité de restauration, qu'elle soit collective ou commerciale. Il va falloir surveiller les DLC et il va falloir aussi, pour des cuisines centrales dans la restauration collective, utiliser un agrément qui va être obligatoire. La réglementation française s'appuie sur ces textes-là. La réglementation française est gérée par l'arrêté du 21/12/2009, date à connaître. Dans son article 1, elle prend les règlements 852, 853-2004 et la food law et ces articles deviennent le socle de la réglementation française. On prend ce socle-là et on renforce tout ça. De manière à ce que la réglementation européenne s'applique à tous les pays d'Europe et soit ensuite mise en application dans chaque pays avec une loi du pays. Cette réglementation française, elle oblige donc à utiliser le système HACCP, que l'on va voir, et le guide des bonnes pratiques d'hygiène. Vous avez obligation de résultats, mais plus obligation de moyens. On ne va pas vous dire comment vous devez construire votre cuisine ou comment vous devez travailler, avec quel matériel, avec ce que vous voulez. Par contre, on veut des résultats. Vous pouvez décider de remettre par exemple des plans de travail ou des planches en bois dans votre cuisine, ce qui était interdit avant. Sauf qu'il va falloir prouver que ce que vous faites n'a aucune incidence sur le résultat final au niveau bactériologique ou microbiologique. C'est à vous d'amener les preuves. Par contre, vous utilisez à peu près tout ce que vous voulez. Vous avez une obligation de traçabilité. La traçabilité, elle est très importante, c'est le fondement de la food law. Il faut qu'on sache à tout moment si un lot d'un certain produit est passé dans votre cuisine. Vous avez l'obligation aussi de créer un PMS, plan de maîtrise sanitaire. Nous reviendrons un peu plus tard dans la vidéo sur ce point-là. Parlons de la méthode HACCP et du GBPH. La méthode HACCP est une vieille méthode qui a été inventée par la NASA après la Deuxième Guerre mondiale pour essayer d'avoir de l'assurance qualité. On a pris cette méthode et on l'applique à la restauration. Comment fait-on ? D'abord, il va falloir faire un diagramme de fabrication, c'est-à-dire toutes les étapes de votre fabrication.
si vous faites un chou chantilly, la première étape, ça va être de faire fondre le beurre dans l'eau. Deuxième étape, rajouter la farine. Troisième étape, dessécher la pâte. Quatrième étape, etc., etc., etc. Et à chacune de ces étapes, quand elles seront bien mises en diagramme, donc de haut en bas, en numérotant ces étapes, il va falloir faire apparaître tous les dangers microbiologiques, biologiques, chimiques et physiques pouvant être reliés à chacune de ces étapes. Quand je fais fondre le beurre dans l'eau, est-ce qu'il y a des dangers microbiologiques? Est-ce qu'il peut y avoir un danger biologique? Est-ce qu'il peut y avoir un danger physique? Tout ça, il faut le faire. Et ce diagramme de fabrication, en fonction de ces dangers-là, on va l'analyser avec la méthode des 5 M que nous avons déjà vue. Je vous rappelle, matériel, milieu, main-d'œuvre, méthode. Et donc, avec ces 5 M, on va analyser chacun de ces points et on va faire un grand tableau qui va nous permettre de définir s'il y a des points à risque. Par exemple, dans notre pâte à choux, quand on va mettre les œufs un à un dans notre cuve de batteur ou dans notre bassin demi-sphérique quand on va les intégrer dans notre pâte, c'est un point à risque. Pourquoi? Parce que si l'œuf est contaminé, il peut y avoir un développement bactérien et si la bactérie est pathogène, elle peut rendre malade et donc déclencher une TIAC. Ce point à risque, on va regarder s'il a un traitement sécurisant derrière. Effectivement, dans notre pâte à choux, le point sécurisant, c'est qu'on va cuire nos choux à 200 degrés pendant au moins 20 minutes. Ce qui fait qu'on va dépasser au moins 75 degrés à cœur dans notre chou. Ce qui va éliminer les bactéries. Donc, ce n'est pas un point à risque. C'est un point à risque, mais ce n'est pas un point critique. En revanche, notre chantilly, pour mettre dans notre pâte à choux, on va la monter à la main. Et là, si elle est contaminée, on n'a pas de traitement sécurisant. Donc, ça risque d'être un point critique. Et ce point critique, il va falloir lui donner des limites acceptables. Et au bout d'une limite acceptable, on ne pourra pas accepter ce point critique, doit être contrôlé et maîtrisé. On fait ça pour toutes les fabrications, de manière à pouvoir maîtriser l'ensemble des points critiques de toutes les productions, de chaque plat, de chaque dessert, de chaque entrée. Pour cela, on peut utiliser le GBPH. C'est un guide qui est fait par métier et qui analyse les éléments spécifiques avec l'identification et l'évaluation des dangers en prenant la maîtrise des 5 M. Ce GBPH va avoir par exemple le chou chantilly et on peut utiliser ce diagramme qui fait foi, qui a été mis en place par des restaurateurs ensemble qui ont réfléchi, qui ont édité ça. Et donc si on fait un chou chantilly, on peut, au lieu de faire notre plat HACCP nous-mêmes, prendre celui du GBPH, il fera foi. Ce GBPH aussi va préciser des fiches d'autocontrôle et va aussi pouvoir peut-être donner des fiches techniques ou des autres études complémentaires qui vont vous permettre de maîtriser vos points critiques. Donc voilà, cette réglementation, une fois qu'elle est posée, vous savez qu'un restaurateur doit faire la HACCP, maîtriser des risques, il doit identifier des points de contrôle, de points critiques, il doit aussi vérifier la traçabilité. La première chose à connaître, et ça c'est impératif que vous connaissiez ça par cœur, c'est les températures légales de stockage des produits, afin de toujours garantir le respect de la chaîne du froid. On va commencer par un congélateur ou une chambre d'eau froide négative, le mieux adapté. Qu'est-ce qu'on peut stocker dans ces chambres de froide négative?
du poisson, de la viande, des légumes, des purées de fruits, des glaces, des sorbets, du pain, de la viennoiserie, des pâtisseries surgelées, des plats cuisinés surgelés. La température minimale est moins 18. Si vous êtes à moins 21, c'est encore mieux. Pour la chambre froide contenant les viandes et les volailles, vous pouvez avoir des volailles entières, des pâques, du bœuf, de l'agneau, du veau, des morceaux de porc, par exemple, de la viande hachée, des lapins, des abats. La température doit être de 2 degrés maximum. Vous devez être entre 0 et 2 degrés. Pour le BOF, bœuf, beurre, œuf, fromage, vous devez être au maximum à 4 degrés. Pour les poissons et les produits, les poissons frais et les produits qui sont de la filière poisson cuit, exemple les crevettes, la réglementation vous oblige à avoir un frigo spécifique, qui soit entre 0 et 2 degrés, et forcément sous glace. Pour les légumes, on va demander à avoir une température à plus 4 degrés maximum. Surtout si vous utilisez des salades fraîches en sachet, des barquettes et donc de la 4e gamme. Pour les produits finis ou les plats préparés cuisinés à l'avance, ce sera plus 3 maximum. Donc vous voyez qu'un restaurateur doit pouvoir avoir toutes ces températures de stockage. Il va de soi qu'il peut y avoir des dérogations. Si vous avez une très grande chambre froide et que vous la réglez à 1 degré et que vous identifiez bien les stockages respectifs, vous pouvez entreposer, par exemple, au fond à droite, les viandes et les volailles, sur le devant, les légumes, sur le côté, le BOF, et peut-être au fond, les poissons. Il vous faut une dérogation. Et surtout, il faut que votre température de stockage ne dépasse pas 1 degré. Dans ce cas-là, vous pouvez stocker au même endroit. Mais il faut que la chambre froide soit très grande et qu'il n'y ait pas, et que vous ayez identifié bien toutes les zones où vous allez mettre vos produits. Les autres températures importantes à connaître sont les suivantes. C'est les températures de refroidissement, de réchauffage, de refroidissement, de conservation et de décongélation des denrées alimentaires. Vous trouverez ça dans l'annexe 4 de l'arrêté du 21/12/2009. La première chose à connaître, c'est quand vous faites un refroidissement rapide. On va revoir maintenant les liaisons différées froides que nous avons vues en début d'année. Si vous travaillez en liaison différée froide, je prends l'exemple d'une blanquette de veau, vous venez de la finir, il va falloir la refroidir et la réglementation exige que vous passiez de plus 63 degrés à plus 10 degrés à cœur en moins de 2 heures. Pour cela, vous devez être équipé de cellules de refroidissement rapide, les CRR. Si vous refroidissez en plus de 2 heures, vous n'êtes pas réglementaire et on peut vous demander à détruire cette marchandise. Pour le stockage des aliments refroidis, ma blanquette de veau, elle a été refroidie en 2 heures maximum. On est passé de 80 degrés à 8 degrés en moins de 2 heures. Donc on a respecté la première température. On peut le stocker. On va le stocker à 0 et plus 3 degrés maximum. La durée sera de 3 jours maximum. Ou si vous arrivez à prouver à la DDPP que 5 jours après, votre produit n'a pas bougé, vous allez faire ce qu'on appelle une dérogation. Il y aura un contrôle qui va être fait et on pourra vous dire, oui, vous pouvez garder votre produit 5 jours. Mais la loi, en général, vous dit que c'est J+3. Donc vous faites 20 kg de blanquette de veau le lundi, vous avez pour le vendre le lundi, le mardi, le mercredi. Le jeudi, elle doit être supprimée. Si vous en avez en trop, vous la supprimez. Pour la remise en température, donc vous travaillez en liaison différée froide. La remise en température, c'est-à-dire votre blanquette, elle a été faite le lundi et vous allez la mettre le mercredi midi.
on vous oblige de passer de plus 10 degrés à plus de 63 degrés en 1 heure. Pour cela, vous utilisez les moyens que vous voulez. Si vous avez un four, un polycuiseur, un bain-marie, vous voulez réchauffer ça sur une plaque à induction ou une plaque à mijotage ou directement sur le feu. Mais vous devez obligatoirement pouvoir passer de la température de stockage 0 degré par exemple ou 2 degrés à plus 63 degrés à moins de 1 heure. En ce qui concerne la décongélation des aliments, il est formellement interdit de décongeler à température ambiante. La décongélation des aliments doit se faire dans une enceinte entre 0 et la température légale de conservation. Si je dois décongeler des filets de maquereaux, je vais les mettre dans le frigo, dans la chambre froide poisson, et elle sera réglée entre 0 et 2 degrés. On ne rompt pas la chaîne du froid. La décongélation doit être lente et elle doit être donc maximum à 2 degrés. Si je décongèle des dés de fromage que j'ai achetés pour faire des pizzas, ben là je vais pouvoir les décongeler dans un frigo qui va aller de 0 à 4 degrés. Avec un matériel qui sera une chambre froide. Il faut connaître ça absolument par cœur. C'est indispensable. C'est la loi qui vous oblige à connaître ça. Donc il faut le connaître. Nous allons maintenant parler des autocontrôles à mettre en place par le restaurateur. Alors comme je vous disais, qu'il soit en restauration collective, en restauration type snacking, en restauration type restauration en RAS, en RRAF ou même en cuisine gastronomique très haut de gamme, il va falloir mettre des autocontrôles à réception. Les premiers à mettre en place, c'est des autocontrôles à réception. Premièrement, on va vous demander de pouvoir enregistrer la DLC et la DLUO. Si vous avez un produit qui arrive, des épaules d'agneau, que votre fournisseur de viande vous a amené des épaules d'agneau, la première chose à faire, c'est de regarder si la DLUO correspond. Il se peut que vous n'ayez plus qu'un jour devant vous pour le traiter. Sachant que la DLC, si elle est dépassée, votre produit doit être jeté. Vous allez contrôler le visuel. Si vous avez commandé des tomates et que vous voyez que la moitié des tomates sont moisies, il va falloir se poser la question si on l'accepte. Il va falloir regarder si tous les numéros, si tous les produits ont un numéro de lot. Ce numéro de lot, il va falloir l'enregistrer. La traçabilité. Rappelez-vous qu'on est obligé de connaître la traçabilité. Il va falloir peut-être aussi de temps en temps prendre les températures de surface. Si vous recevez des produits surgelés, il faut absolument que la chaîne du froid soit toujours effective, qu'on soit toujours en dessous de moins 18. Si le camion qui vous livre a eu une panne ou de son moteur frigorifique et qu'on soit remonté à moins 8 degrés, il y a un risque alimentaire. Donc il faudra de temps en temps prendre ces températures de surface. Pourquoi ? Parce qu'on vous demande d'enregistrer ce que vous faites. Si un des points que nous avons abordé là, DLC, visuel, numéro de lot ou température de surface, n'est pas conforme, il faut éditer une fiche de non-conformité que vous allez montrer le jour où, si vous êtes contrôlé par la DDPP, montrer que voilà, ce jour-là, vous avez refusé ce produit-là parce que la DLUO et la DLC étaient dépassées, ou les produits étaient moisis, ou le numéro de lot n'était pas présent. Vous êtes obligé. Et il y a un document qui est très important qui s'appelle le bon de livraison. Ce bon de livraison, une fois que vous avez accepté la marchandise, vous devez le signer. Une fois qu'il est signé, si vous annotez rien sur le bon de livraison, tout ce qui est marqué sur le bon de livraison, vous le considérez comme conforme. Et donc il
il fait foi dans la transaction entre votre fournisseur et vous-même. Donc si vous avez un problème défectueux et que vous ne l'avez pas notifié sur le bon de livraison, et que vous n'avez pas signé, alors on partira du principe que le produit est accepté chez vous. Deuxième autocontrôle à faire sont des autocontrôles de température de stockage. Il va falloir relever au moins 2 fois par jour à minima sur une fiche ou sur un enregistreur automatique ou sur une solution que l'on va voir un peu tout à l'heure. La température de tous vos stockages. BOF, viande des poissons, cellules chambre froide négative. Toutes les stockages que vous utilisez, il va falloir enregistrer absolument la température pour prouver que vous respectez la chaîne du froid. Et si un jour votre chambre froide négative tombe en panne dans la nuit, vous arrivez le matin, vous voyez qu'on est à plus 8 degrés, vous ne pourrez pas, vous allez être obligé de traiter tous les produits qui sont dans la chambre froide négative ou les jeter. Vous ne pourrez pas les recongeler. Donc il va falloir prouver que vous faites ça et que tous les jours vous avez un suivi régulier des températures de frigo pour que votre chaîne de froid soit respectée. Il va falloir faire des autocontrôles sur la qualité des produits lors du déconditionnement. Je prends un exemple. Il va falloir conserver toutes les étiquettes par photo, par scan ou par collage dans un cahier, comme vous voulez. Comme on l'a dit auparavant, vous avez une obligation de résultat, non de moyens. Donc vous allez faire comme vous voulez. Il va falloir que vous conserviez les étiquettes de produits, notamment les DOA, toutes les DOA que vous utilisez. C'est-à-dire le beurre, les œufs, le poisson, les plats cuisinés qui contiennent de la crème, tous, il y a un numéro de lot, il va falloir le conserver. 8 semaines minimum pour la restauration commerciale. Et il va falloir enregistrer ces étiquettes avec vraiment la numéro de lot qui apparaît bien, la marque, la salubrité et la DLC. Parce que si vous avez un contrôle, admettons que l'eau de poulet de votre fournisseur soit corrompue, c'est-à-dire soit contaminé par une bactérie, n'importe laquelle, il va falloir savoir combien de poulets vous avez utilisé et dans quel plat vous les avez mis. Si ces plats n'ont pas été vendus, on va pouvoir les détruire directement. Mais cet autocontrôle sur qualité des produits lors du déconditionnement permet d'avoir une traçabilité. Vous allez faire des autocontrôles de tenue du personnel et de l'hygiène corporelle. Donc là, c'est assez facile. Vous voyez les collaborateurs qui travaillent avec vous. S'il y en a un qui a pas de chaussures de sécurité ou qui a sa veste sale, vous êtes en droit de le sortir de la cuisine. Vous êtes obligé aussi en tant que restaurateur à prévoir des plans de formation, notamment HACCP tous les 2 ans, pour que tout le monde reste bien au courant des mesures sanitaires. Vous devez faire aussi des autocontrôles de produits en cours d'utilisation. Ces autocontrôles en cours d'utilisation sont les suivants. Dès que vous avez fait un produit, par exemple vous avez produit une salade piémontaise, vous devez la filmer, l'étiqueter avec la date d'entame, la date de fabrication ou la date de décongélation afin de pouvoir traiter tout ça et de pouvoir assurer aussi cette traçabilité. Il faut savoir, dans votre salade piémontaise, si vous avez acheté de la mayonnaise, un seau de mayonnaise, quand est-ce qu'il a été entamé. C'est pour ça que dans les frigos du lycée, quand vous les ouvrez, il doit y avoir forcément un film et une date d'ouverture, afin qu'on puisse savoir quand est-ce que le produit a été ouvert et si on peut le réutiliser. Il va falloir aussi faire des autocontrôles sur le plan de nettoyage et de désinfection. Généralement,
sont affichés obligatoirement les plans de nettoyage avec les produits à utiliser, les doses et comment les conditions d'utilisation du produit. Une fois que le local est nettoyé, il y a forcément une signature qui doit être faite et une vérification de ces émargements. On va aussi de temps en temps faire des prélèvements de surface. Il y a beaucoup de restaurateurs qui travaillent avec des laboratoires partenaires qui viennent s'occuper de ça et qui permettent de fournir, en cas de contrôle de la DDPP, des résultats sur les analyses de surface. On va demander des autocontrôles des modules de fabrication. La première chose, on va demander des respects de diagrammes. Donc, il vous faut faire des diagrammes de fabrication sur toutes les fabrications de vos plats. Il va falloir aussi prouver que si vous faites une liaison chaude, vous maintenez à plus de 63 degrés votre produit maximum une journée. Si vous faites de la liaison froide différée, il va falloir que vous prouviez que le refroidissement obligatoire de 63 degrés à inférieur à 10 degrés, à moins de 2 heures, est effectif. Il va falloir ensuite montrer que vous étiquetez votre produit, et notamment que vous mettiez en place un système d'étiquetage avec une DLC sur ce système d'étiquetage. Chaque personne doit pouvoir rentrer dans une cuisine, regarder une chambre froide intermédiaire avec des produits que vous avez fait en liaison froide et doit pouvoir identifier d'un seul coup d'œil le jour de production et le jour de fin de DLC. Le restaurateur va aussi être obligé de faire des autocontrôles de température de service. Il va falloir savoir quand est-ce que le produit a été mis en chauffe et en combien de temps il a été fait pour pouvoir respecter la réglementation de la remise en température à moins de 1 heure à plus de 63 degrés. Il doit y avoir un enregistrement de fait. On va demander aussi un autocontrôle des produits finis. Ces produits finis, par exemple notre blanquette de veau, on vient de la finir, on vient de la passer en chambre, en cellule de refroidissement rapide. Il faut qu'elle soit filmée, il faut qu'elle soit étiquetée, datée avec la date de fabrication et datée avec la date limite de consommation. Donc comme je vous disais, c'est forcément la DLC sera de J+3, sauf si vous faites des études de vieillissement qui vous permettent de monter un petit peu plus à J+5, mais il faut que la DDPP valide votre contrôle. Vous devez mettre en place aussi des autocontrôles microbiologiques. C'est pour ça que beaucoup de restaurateurs travaillent avec un laboratoire. Le lycée travaille aussi avec un laboratoire qui de temps en temps vient faire des prélèvements sur des productions que l'on fait au lycée et qui nous permet de voir si nous travaillons dans des bonnes conditions d'hygiène. Donc on va faire une analyse de PCEA, c'est 3 analyses mensuelles à minima, une analyse de surface, un couteau, un plan de travail, ça peut être aussi une poignée de four, ça peut être ce que vous voulez. Et on va faire un échantillonnage comme ça. L'analyse d'eau, on doit aussi analyser au moins une fois par an l'eau du réseau afin de prouver qu'on utilise une eau potable. Autre autocontrôle, test de traçabilité. Il faut faire en moyenne un test de traçabilité au moins une fois par mois. La réglementation dit que en cas de contrôle de la DDPP, s'il y a un souci au niveau sanitaire, vous devez fournir toute la traçabilité d'une fabrication en moins de 30 minutes. Donc il va falloir garder toutes les étiquettes, les mettre bien comme il faut et pouvoir justifier de toute la traçabilité de l'ingrédient que vous avez utilisé en moins de 30 minutes.
si nous faisons des choux chantilly, il va falloir avoir la traçabilité des œufs, mais aussi du beurre, mais aussi de la crème. Et tout ça à moins de 30 minutes. Et le jour de production, vous l'avez fait. Ça peut remonter 3 mois avant, ou 2 mois avant. Ça peut être difficile à mettre en place. Et le dernier autocontrôle, si vous faites un transport sur un autre site, exemple vous êtes traiteur, ou vous êtes une cuisine centrale, et vous envoyez des plats déjà faits sur d'autres cuisines dites satellites, il va falloir que vous prouviez que vous faites un plan de nettoyage du véhicule, que vous prouviez que la température de votre camion pendant le transport est toujours bonne, et il va falloir avoir la température à cœur d'un produit témoin. Vous devez livrer avec un bon de livraison où il y aura marqué la DLC, la marque de salubrité et les températures de conservation indiquées. Donc vous voyez que le restaurateur, il est tenu par tous ces autocontrôles à prouver ce qu'il fait. Il peut faire ça de n'importe quelle manière, mais il faut qu'il prouve qu'il est forcément dans son droit. Il peut y avoir une méthode artisanale, c'est-à-dire, pourquoi pas prendre son téléphone portable et chaque fois qu'un produit arrive, prendre des photos et se transférer ces photos sur un mail qui va nous permettre de tous les jours avoir toutes les photos des étiquettes, des livraisons, des bons de livraison. On peut faire ça. Si vous montrez que si vous pouvez apporter la preuve que c'est efficace, vous pouvez faire ça. Vous pouvez aussi prendre un cahier et à chaque un semainier ou même un agenda, et à chaque jour vous mettez toutes les étiquettes. Vous pouvez écrire toutes les températures de frigo, vous pouvez faire tous les autocontrôles que nous voyons ici et les mettre sur un cahier. Rien ne vous oblige à avoir quelque chose de différent. Il existe aussi des solutions numériques avec des sociétés qui ont développé des outils qui sont intéressants parce qu'ils intègrent tous les enregistrements à faire sur une seule interface. Donc je vous propose de regarder les 2 vidéos que je vous ai mis en copie pour que vous puissiez voir un petit peu comment ça marche. Alors, c'est un exemple de société, il y en a plusieurs. J'avoue que quand j'étais chef, j'ai utilisé ça et que ça a beaucoup solutionné mes problèmes. Parce que tout était centralisé, tout était tactile, assez ludique. J'étais pas obligé de faire les contrôles moi-même, je pouvais les déléguer. Et donc ça m'a permis vraiment de gagner beaucoup de temps et surtout de me sécuriser en me disant que tous les enregistrements étaient au même endroit et que je n'en manquais pas. Ça a aussi responsabilisé l'équipe qui travaillait avec moi, et donc à chaque fois qu'il faisait un enregistrement de réception d'un fournisseur, il venait avec une tablette, notait tout ça, il signait avec leur nom, ce qui me permettait de remonter très facilement. Donc je vous laisse voir ces 2 vidéos pour que vous aperceviez que il existe des solutions qui rendent la vie un peu plus facile aux restaurateurs, mais il est aucunement obligatoire de les utiliser. Vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez. Je vais finir cette vidéo par un document sur la sécurité du travail. Il s'appelle le document unique de sécurité ou le DUS. C'est une obligation pour chaque entreprise, selon le code du travail, et il doit être disponible tout le temps dans l'entreprise pour tous les salariés qui veulent le voir. Si un patron ou un dirigeant d'entreprise ne dispose pas de ce document unique ou qu'il n'est pas mis à jour, en cas de contrôle par l'inspection du travail, il peut être puni d'une amende de 1 500 €, ce qui n'est pas négligeable. Ce document unique, qu'est-ce que c'est ? Il
Il se présente sous la forme d'un tableau généralement de ce type-là, où on va avoir les postes, les causes de problèmes d'accident, les risques encourus et les moyens de maîtrise. Sur tous les postes qu'il peut y avoir dans une cuisine, on va essayer d'identifier des causes qui pourraient être problématiques et qui pourraient être générateurs d'accidents de travail. Par exemple, la réception des marchandises, s'il y a un encombrement au sol, ou un sol glissant, ou un port de charge lourde, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Un encombrement au sol, je peux trébucher, tomber, je peux avoir une fracture. Si le sol est glissant, je peux aussi tomber et me faire une fracture ou me faire mal au dos, une lombalgie, une sciatique. Port de charge lourde, je peux me faire aussi mal au dos. Et en fonction de ces risques identifiés, on va mettre en face des moyens de maîtrise. Par exemple, on peut dire, pour éviter tout problème lors de la réception des marchandises, on range la marchandise dès sa réception. On évacue immédiatement tous les emballages et on a une zone de déchargement avec un carrelage antidérapant, ce qui permet ensuite d'éviter tous ces problèmes. Le port des chaussures de sécurité est obligatoire et on peut même peut-être laisser à disposition des personnes qui réceptionnent la marchandise des chariots qui permettraient de ranger et de éviter le port de charge lourde. Autre exemple, poste de tranchage. S'il y a la mauvaise manipulation du tranchage et du nettoyage de la machine, il peut y avoir bien sûr des coupes graves. Il faut savoir qu'une trancheuse, qu'on appelle souvent à tort trancheuse à jambon, c'est la principale cause d'arrêt de travail en cuisine. Pourquoi? Parce qu'on ne respecte pas la procédure de nettoyage de la machine ou on ne porte pas de gants à maille de fer pour trancher. Si vous avez mis ces moyens de maîtrise en place et que la personne continue à ne pas vouloir utiliser le gant à maille de fer et qui ne respecte pas la procédure de nettoyage de la machine que vous avez mis en place, alors il est évident que la personne qui ne respecte pas peut être mise en cause. Et c'est plus vous qui pouvez être mis en cause. Vous avez tout fait pour éviter l'accident de travail. Donc si la personne a passé sa main à travers la machine à jambon en coupant du fromage ou je sais pas quoi et qu'il n'avait pas un gant à maille de fer, alors il peut être seul responsable et ce ne sera pas un accident du travail. Ce cours est assez important et je vous invite à bien noter sur votre cours lacunaire tous les petits endroits qu'il faut remplir et de bien apprendre plusieurs choses. 1. Les températures légales de stockage, les températures de refroidissement, etc. Et de connaître à peu près les autocontrôles à mettre en place pour un restaurateur. Alors, restaurateur ou si vous n'êtes pas restaurateur et que vous êtes manager d'une unité de fabrication de burgers, c'est la même chose. Vous devez mettre en place tout ça. Donc il faut le connaître. Donc je vous invite vraiment à travailler ce cours de manière un petit peu plus par cœur que d'habitude, où il faudra vraiment que vous connaissiez les textes de loi, les numéros de loi. C'est très important. C'est le socle de la réglementation qui régit toute la restauration française. Je vous souhaite un bon travail et n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez quelques difficultés de compréhension. Je suis là pour vous aider. Je vous souhaite un bon travail.